Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On revient sur le match foot d'hier soir d'abord et puis quelques bruits de couloir, entre autres. Voici les 10 infos foot principales de la journée. Alors on commence donc immédiatement avec ce gros Milan-Juve, le match d'hier soir 21h45, celui que j'ai regardé juste ici, là, juste derrière moi, et celui qui a fait voler en éclats une bonne partie de mes pronos aussi, on y reviendra très vite. Pourtant ça avait super bien commencé, une première mi-temps relativement terne, calme, rythme assez faible, 0-0, et puis ensuite au retour des vestiaires, l'illumination signée Adrien Rabiot en rush vraiment extraordinaire, qui lui permet de déclencher à l'entrée de la surface une frappe limpide, 1-0. Bon, la charnière Kier-Romagnoli dans la foulée va pas être très inspirée et va même permettre à Ronaldo de doubler la mise, mais c'est le début de la fin pour la Juve, et si on estime que cette charnière Kier-Romagnoli a souffert, bah alors que dire des collègues d'en face, Bonucci et Rugani, qui ont vécu un véritable calvaire. D'abord Bonucci, une main en pleine surface qui permet au Milan d'y croire, c'est le penalty converti de Zlatan. Ensuite une passivité extraordinaire du tandem, c'est sur le second but du Milan, 2-3 minutes plus tard, second but qui provient d'une très belle action collective qui est conclue par Franck Kessié, mais voilà, cette attitude dans tes 16 mètres, aussi peu d'impact et une aussi faible coordination entre tes deux centraux, c'est impossible. Ensuite, sur le troisième, et alors là, les trois ont été marqués en l'espace de 6 minutes. Sur le troisième, vous allez me dire ce que vous avez compris, mais cette intervention de Rugani qui est soit trop musclée, soit pas assez, visiblement, c'est catastrophique. Que dire du recul frein dans la foulée qui laisse beaucoup trop d'espace à Rafael Leao. Ça fait 3-2, on aura même un quatrième, et là c'est Alexandro qui entre dans la danse, à l'image d'une défense de la Juve, vraiment dépassée, transversale, mal négociée en pleine surface. C'est déjà un geste technique compliqué, mais en plus, voilà, quand c'est sous une aussi forte pression, ça fait 4-2 et Milan s'impose. On n'a pas vu grand chose à retenir du côté de la Juve et pas grand chose que Sarri voudra retenir de cette rencontre, en tout cas au niveau de sa ligne défensive. Peut-être un point, c'est la très belle première mi-temps de Miralem Pjanic que j'ai trouvé vraiment délicieux, très soyeux. Ça fait toujours plaisir de le voir évoluer à ce niveau, et on a pas mal parlé sur la chaîne du deal Arthur Pjanic. Ce qu'on n'a pas évoqué peut-être, c'est que si le Barça ne gagne pas grand-chose avec ce transfert, en tout cas du point de vue sportif, parce que Pjanic et Busquets, ça me semble très peu compatible, la Juve, elle, si on met de côté l'apport d'Arthur au poste de milieu relayeur, la Juve perd un pivot de grande qualité, et le championnat italien, un de ses joueurs les plus télégéniques. Alors du coup, défaite de la Juve, dommage pour la Lazio qui n'ait pas saisi l'opportunité de se rapprocher un peu plus des Turinois. Avec une victoire, ils auraient été à 4 points, mais eux ont aussi perdu. C'était contre Lecce un petit peu plus tôt, score final 2-1. Un petit mot pour le Milan aussi, qui en l'espace de 10 jours vient quand même de battre successivement la Roma, la Lazio et donc hier soir la Juve. Dommage qu'ils aient calé contre la Spal pour avoir vu la rencontre. Dommage qu'ils aient surtout pas eu 10 minutes de plus à jouer parce qu'ils étaient en train de réussir leur comeback en supériorité numérique. Au niveau du classement, ils sont engagés dans une grosse bagarre pour la 5e place avec la Roma et Naples. Naples qu'ils affrontent justement dimanche. Ça va être un vrai beau choc. Bon, la Juve reste dans une position, elle, très confortable. Ça devrait le faire, même s'ils vont jouer d'ici quelques jours, ils vont jouer l'Atalanta et puis ensuite la Lazio. Il reste encore quelques gros matchs et quelques beaux matchs dans le championnat italien et même encore un peu de suspense sur certaines places. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour le Milan se pose aussi maintenant la question de la suite, alors que je crois que c'était le matin du match ou peut-être la veille, mais l'arrivée de Ralf Rangnick au poste à la fois d'entraîneur et de directeur sportif avait été plus ou moins officialisée. Bon, ça pose un petit peu la question. Il arrive dans un contexte en tout cas qui interroge, vu que ça se passe très bien pour Stefano Pioli depuis quelques semaines. Bon, Paolo Maldini, son poste est aussi menacé, lui, le coordinateur sportif ou directeur technique, je ne me souviens plus exactement du titre. Mais voilà, ça aussi, ça mérite, je pense, une vidéo à part entière. On s'y attellera sans doute dans les prochaines semaines. Alors, une autre vidéo qui arrive très vite sur la chaîne, je dirais dans moins de 10 jours, ce sera mon 3e épisode de cette série. C'est bien sûr le mercato idéal de l'OM, et André Villas-Boas va peut-être nous donner un petit coup de main. C'est une info qui est sortie dans l'équipe ce matin. Apparemment, il aurait demandé à sa direction le recrutement de 4 joueurs et leur aurait même un peu mâché le travail en transmettant une quinzaine de noms. Un de ces noms a fuité, c'est celui de Leonardo Balerdi, donc défenseur central argentin que Dortmund a pris pour 15 millions d'euros en janvier 2019 à Boca Juniors. Donc pourquoi pas, en plus d'être jeune, potentiellement prometteur, il a une certaine polyvalence, peut jouer un cran plus haut, un peu comme Camara l'a fait cette saison. Mais j'ai un petit peu écumé les forums du Borussia Dortmund en début d'après-midi et ils sont pas extrêmement convaincus. Alors il a très peu de minutes, en gros il a une titularisation, c'était la J34 contre Hoffenheim, défaite 4-0, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais de ce que j'ai relevé, se dégagent des qualités de positionnement moyennes, qualité de transmission aussi en dessous de la moyenne, pas un très fort impact au duel.
Voilà, c'est pas hyper rassurant encore une fois, c'est sur une 60aine de minutes et puis sur quelques bouts de match ici et là. J'imagine que si les recruteurs de Dortmund ont considéré que c'était une bonne pioche, si Villas-Boas l'a coché sur sa liste, je leur fais confiance. C'est aussi sans doute pas le seul nom que Villas-Boas a sur ses tablettes à ce poste, c'est juste le seul que nous on connaît, le seul qui a filtré. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que j'aimerais bien connaître les autres et on va essayer de les deviner d'ici quelques jours. Alors un autre dossier chaud à l'OM, c'est celui qui concerne une recrue déjà faite, c'est l'ex-Havrais Papagaï qui est arrivé à Marseille libre de tout contrat il y a quelques jours, qui est en stage avec le groupe actuellement au Portugal, et vous l'avez peut-être suivi, mais il y a un gros imbroglio autour de sa signature. En fait, si on remonte il y a quelques mois, il avait signé une forme de contrat que certains remettent en question, un contrat à Watford, mais ça pourrait poser quelques soucis au niveau légal, au niveau administratif. Voilà, on voit de temps en temps des affaires de ce type où un joueur signe d'abord un contrat dans un club, se rétracte dans des conditions légales qui sont difficiles à connaître précisément pour nous, mais qui, selon les acteurs du milieu, semblent potentiellement douteuses. J'imagine que ça pourrait se régler à l'amiable entre les deux clubs, et sans doute que ça vaudrait mieux pour tout le monde. Alors attention, si la FIFA s'en mêle, et si on constate qu'il y a eu une signature illégale, ça pourrait causer de gros torts à l'OM, des interdictions de recrutement sur plusieurs périodes de mercato. C'est des choses qu'on a déjà vues par le passé, des lourdes amendes, une suspension même pour le joueur au niveau individuel. Une chose à noter quand même, c'est que toute cette affaire a effrayé Rennes, qui était sur le coup et qui visiblement s'est rétracté. Donc voilà, affaire à suivre, en espérant un dénouement heureux pour toutes les parties. Alors un autre dossier qui fait beaucoup de bruit en France ce matin, sans doute pour les mauvaises raisons, on va y revenir, mais c'est l'interview qu'a donnée Juninho au Guardian, une interview intitulée sur le site du Guardian, en tout cas intitulée « Il y a des milliers de George Floyd au Brésil ». Et dans le cadre de cette interview, il va notamment faire un petit passage sur la situation Neymar, en tout cas il prend Neymar comme exemple pour illustrer son thème qui est qu'en gros le Brésil place l'argent au sommet de la pyramide des valeurs, que ça déteint sur une forme de culture nationale très imprégnée de la réussite matérielle, ce genre de choses. Et donc il va dire, ça c'est traduction de ma part, il dit « Regardez Neymar, il a signé au PSG pour l'argent, le PSG lui a tout donné, tout ce qu'il voulait, maintenant il veut partir à la fin de son contrat, mais il faut rendre, et notamment de la reconnaissance, c'est un échange. » Neymar doit donner tout ce qu'il a sur le terrain, montrer un dévouement total, un niveau de responsabilité et de leadership. Alors bien sûr, le passage Neymar a été tiré de son contexte pour en faire des titres très accrocheurs, inventer des clashs. Ici et là, Leonardo, directeur sportif du PSG, a lui-même répondu en disant que Juninho et l'OL devraient se mêler de leurs affaires plus que celles du PSG, etc. Et alors la position de Leonardo, franchement, je la comprends totalement. Je trouve que quelque part, il répond pas directement à Juninho quand il répond à ça, il répond plutôt au bruit qu'il va y avoir autour de ces quelques phrases tirées de leur contexte. Un directeur sportif se doit de monter au créneau pour protéger ses joueurs. Je veux dire, il est dans un rôle totalement compréhensible. Si on le comprend bien, on sait aussi que finalement la position fondamentale de Juninho, l'approche par rapport à tout ça, je pense que c'est une approche que lui-même partage dans son discours quand il est arrivé. On sait que la responsabilisation des joueurs stars, le dévouement, se battre pour une cause qui dépasse celle de l'individu, le club, le maillot, etc. C'est des thèmes qui lui sont chers, donc il faut peut-être aller au-delà des titres que vous verrez. Et voilà, disons que c'est une question intéressante qui mérite un vrai traitement. Je pense pas que le passage sur Neymar soit le plus important. Alors on enchaîne en Première Ligue avec la première rencontre, c'est Arsenal-Leicester, plutôt une bonne première mi-temps d'Arsenal et même une très bonne mi-temps de Ceballos qui a brillé. Arsenal concède malheureusement pour eux le nul à quelques minutes du terme, égalisation de Jamie Vardy qui répond à Pierre-Emerick Aubameyang. Le moment où mon pari a volé en éclats, parce que j'avais pronostiqué sur la dernière vidéo, j'avais pronostiqué la victoire d'Arsenal, le moment où le pari a volé en éclats, le second pari a volé en éclats, c'est l'expulsion d'Eddie Nketiah une minute après être rentré, carton rouge pour un tacle non maîtrisé. Leicester s'en sort bien mais perd sa troisième place à cause de Chelsea, victorieux de Crystal Palace 3-2, un très bon Pulisic là j'ai trouvé, à la baguette mais aussi à la finition comme sur le second but. À noter également une frappe absolument dévastatrice de Wilfried Zaha pour réduire le score à 2-1. Niveau classement, Chelsea prend donc le podium, United peut revenir à un point de Leicester en battant Aston Villa demain soir. Première Ligue conserve beaucoup d'intérêt. Alors on revient brièvement en Ligue 1 et plus précisément à Nice où Malang Sarr à 21 ans quitte le club. À 21 ans aussi aura disputé 119 rencontres, toutes compétitions confondues sous le maillot niçois, 100 matchs
de Ligue 1, voire un peu plus. Il aura même porté le brassard une fois cette saison et une fois la saison dernière. Dommage pour Nice de ne pas en tirer une petite indemnité, mais une suite de carrière potentiellement prometteuse. Kai Havertz, du côté de Leverkusen, a fait les gros titres et ça pourrait être même le titre principal d'une vidéo 10 infos du jour d'ici quelques jours. Il a fait les très gros titres en demandant à être transféré dès cet été, donc fin de contrat en 2022, il lui reste un peu de temps et ça permet notamment à Leverkusen de se dire qu'ils vont tirer une indemnité plutôt correcte. Mais voilà, il souhaite partir dès cet été. Apparemment, c'est à nouveau Chelsea qui se positionne en premier sur le dossier, potentiellement prêt à faire une offre vraiment très forte, entre 80 et 100 millions d'euros. On en reparlera bien sûr si ça avance. Pour mon 9e point, je voulais vous mettre ensuite une petite image que j'ai trouvée ce matin sur le subreddit Soccer que je consulte régulièrement. Une petite image qui permet de visualiser les équipes qui pressent le mieux en Europe. Donc en gros, on a sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical, le taux de pression réussi, donc de 24 à 34%. À chaque fois qu'une pression est tentée, est-ce qu'elle réussit, oui ou non? Et ensuite, sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal, le nombre de pressions tentées dans le dernier tiers par 90 minutes. Donc ça nous permet de diviser en 4 zones. On voit qu'en haut à droite, c'est les équipes qui pressent beaucoup, donc beaucoup de pression dans le dernier tiers par 90 minutes. Et si on les retrouve très haut, c'est aussi qu'elles réussissent un grand pourcentage de leur pression. On voit donc que le Bayern Munich est d'assez loin même l'équipe qui presse la mieux en Europe. À noter aussi bien sûr la présence de Liverpool, mais également celle de Southampton, le Southampton de Ralph Hasenhüttl, que j'attends d'ailleurs de pied ferme la saison prochaine. Hâte de voir ce que ça peut donner sur un exercice entier. Le Paris Saint-Germain et Lille tirent également plutôt bien leur épingle du jeu. Et donc on finit sur notre nouvelle rubrique, le fameux geste de la journée. La dernière fois, je vous faisais voter entre le petit pont très insolent de Luka Modric, réussi contre l'Athletic Bilbao, et cette passe fabuleuse d'Ederson qui casse 2 lignes, qui élimine 6 défenseurs d'un coup. Vous avez voté de manière très large pour la passe d'Ederson et je dois dire que je suis totalement d'accord. Quelle passe extraordinaire, j'espérais que vous votiez en ce sens. C'est fait pour aujourd'hui, vous avez le choix entre ce retourné acrobatique fantastique de Danny Welbeck pour Watford contre Norwich, victoire 2-1 des Hornets, ou ce double contact signé Douglas Costa. C'était sur le match d'hier soir contre le Milan AC. Personnellement, je dirais que je suis assez fan du petit mouvement de patte de Douglas Costa juste avant de faire son geste, très taquin, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, en tout cas les amis, on touche à la fin de cette courte vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez pas rater la prochaine, et je l'ai annoncé donc officiellement sur Twitter il y a quelques jours, ce sera bel et bien le mercato idéal de l'OL. Idéalement, il devrait sortir demain. Je pense que c'est jouable, je pense que c'est même assez probable. On va bien charbonner, mais normalement ça devrait le faire. Si vous voulez pas rater ça, vous pouvez donc vous abonner à la chaîne. Ça m'aide, ça m'encourage énormément. Je remercie bien sûr ceux qui le sont déjà. Je vous oublie pas. Mais donc d'ici là, d'ici demain, je vous souhaite de passer avant tout une excellente soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. On se dit donc à demain. Bisous.